Bienvenue les amis, nous voici pour une nouvelle émission Conversation entre amis. Allons à la découverte de la fabuleuse Janice Jamieson, choriste de Eurythmics et tant d'autres. Allons à la découverte de Janice Jamieson. Bonjour, c'est Emma Goldberg sur Radio Plus dans mon émission Conversation entre amis. Aujourd'hui, on va accueillir une célèbre chanteuse en France et à l'international, Janice Jamieson, et je vous demande de bien écouter. Bonjour Janice, comment vas-tu? Bonjour, I'm doing great. Comment vas-tu? Je vais très très bien. On est heureux de t'accueillir sur Radio Plus. On a plein de choses à se raconter. Moi, je connais un petit peu, beaucoup ta carrière parce que je suis fan, et j'espère que les auditeurs vont prendre autant de plaisir que j'ai à t'accueillir. Voilà. Ah, merci. Alors, pour commencer, d'où tu viens? Bon, je viens de Washington, D.C., aux États-Unis. Bon, je suis née à Baltimore, mais j'ai vécu à Washington à partir de l'âge de 4 ans, 4-5 ans, jusqu'aux mes 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Après, D'accord. je suis ici en France, oui. Après, tu es venue en France. Oui, voilà. J'avais 24 ans, je crois. Quelque chose comme ça. D'accord. Tu es arrivée par quel biais? Par le biais de la musique, par connaissance? Comment ça marche? Je suis venue ici. D'abord, j'étais en Suisse avec un groupe de Washington qui s'appelle Today's Menu. On était à l'école ensemble, à l'université et tout ça. Et nous sommes venus en France pour le summer break, pour les vacances de l'été. Et je suis jamais retournée, je suis restée. Tout simplement. Donc, tout simplement. Et tu as toujours fait de la musique ou tu as eu d'autres jobs? Bon, en fait, j'étais à l'université. Je voulais être prof pour les enfants handicapés. Donc, à l'université, j'ai étudié pour les enfants handicapés. Et d'où est venue ta passion pour la musique? Comment es-tu venue faire ce job de la musique? De l'éducation spécialisée, où tu arrives en France, à la musique, où tu commences ta carrière? Comment ça marche? En fait, tout pour moi, au niveau de carrière, a vraiment commencé ici en France. Parce que j'ai chanté dans l'église à partir de l'âge, j'avais 4 ans que j'ai commencé. Bon, j'étais dans les petits groupes aux États-Unis, mais vraiment pendant j'étais à l'école. C'était pas quelque chose, c'était vraiment pour le plaisir. Mais j'ai pas pris ça au sérieux. C'est pas du tout mon but, du tout. Je voulais vraiment être prof pour les enfants handicapés. Et pendant cet été où je suis venue ici en France, en Suisse d'abord, c'était vraiment pour juste venir en Europe en petite tournée entre amis et de retourner pour aller à l'école, et j'ai pas fait. Donc j'ai vraiment commencé ma carrière en France, en fait. Ouais. Et tu as commencé par chanter dans les bars, tu as chanté où? Sur scène? Tu es rentré dans les studios? Comment tu as fait? Bon, au début, c'était, oui, les petites bars. En Suisse, c'était les petites bars. Après, on a fait une petite tournée en Norvège. C'était, ouais, les grandes bars, quoi. Voilà, c'est ça. Les bars, voilà. Oui. C'était du rock, c'était des reprises, c'était des compos? Non, à cette époque-là, c'était des reprises. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas top 50, c'était considéré top 40. So the top 40 hits. Et c'était vraiment les reprises de Donna Summer, Prince, Chic, des choses comme ça. Ouais. Mm-hmm. Et comment on arrive à devenir la choriste des Eurythmics? Comment des balles où tu fais des reprises, tu arrives aux Eurythmics au concert de Wembley en 88. Voilà, c'est un grand il s'est passé il y a un long trajet, oh là là. Bon, j'ai eu la chance au début d'être la choriste de Sylvie Vartan. C'est grâce à Sylvie Vartan que je suis venue ici en France. Et à cette époque, c'était la chanteuse Debbie Davis et moi, et une cousine qui s'appelle Jeanette Jameson. Nous sommes venus ici en France. Je crois que c'était mai 80. Et Sylvie a cherché des choristes. Elle a envoyé quelqu'un en Suisse pour faire une petite audition pour nous. Et la personne a beaucoup aimé notre voix ensemble. Et peu après, on était dans un avion pour venir en France. On a commencé à chanter avec elle parce que tout de suite, on a fait sa tournée d'été. Et après, les gens commençaient de me demander d'être leur choriste. Et petit à petit,
Et de Sylvie, c'était Hallyday, Beko, Bellavoine, Sadhu, tellement de personnes. Mais en 86, j'ai eu un appel d'une dame qui s'appelle Carla, qui à l'époque, c'est elle qui gérait le studio Grande Armée à Palais de Congrès. Et elle m'appelait pour me demander si je voulais auditionner pour un groupe qui s'appelle Eurythmics. Et j'ai dit, mais à cette époque, j'ai fait le chœur pour pratiquement tout le monde, avec d'autres filles. Et j'ai dit, mais Carl, si cette personne ne me connaît pas maintenant, après toutes ces années, je ne veux pas faire l'audition. Non, pas du tout. Je dis, mais c'est qui? Eurythmics. Elle dit, mais Eurythmics? Je dis, mais je ne comprends pas. Je ne connais pas Eurythmics. Mais en fait, c'était Eurythmics. C'est la prononciation qui m'a complètement... et quand elle a dit, oui, mais Annie Lynn, je dis, oh non, j'arrive tout de suite. mais oui, je vais faire une petite audition, tout à fait. Peu après, j'étais dans un taxi. Et j'ai tombé sur Dave Stewart au début. Et il m'a proposé un cookie, un petit gâteau. Il a dit, you want a cookie? Tu veux un gâteau? J'ai dit, oui, ok. J'ai mangé le cookie. Après, il a dit, mais chante quelque chose. Et je pense que j'ai chanté Summertime. Et il a dit, tu es engagé. Et ce même jour, on a enregistré quelques titres pour leur album qui s'appelle Revenge. Voilà. Et ça a commencé par là. Et j'étais avec eux pendant 4 ans. Très beau studio de la Grande Armée que j'aime beaucoup d'ailleurs. Absolument. C'était, oh là là, c'était vraiment les belles époques. Combien de séances j'ai fait dans ce studio, mon Dieu. Ah là là. Ouais. On y fait de très beaux enregistrements encore aujourd'hui, heureusement, et il fait partie des studios qui font la joie de la musique à Paris encore aujourd'hui. Ah, ok. Moi, j'ai une autre question. Tu sais que j'aime Debbie Davis, évidemment, je t'en ai parlé, et je crois que vous êtes amis dans la vie. Comment vous vous êtes connus? En fait, quand je suis venue ici en Suisse, en Europe, c'était avec d'autres filles aux États-Unis. On était 9 ou 10 personnes. Il y avait Columbia Records, à cette époque, en Suisse, qui m'a proposé un contrat, mais en solo. Et moi, je ne voulais pas. Je n'avais pas assez de confiance en moi d'être une soloiste. Donc, je me suis dit, ok, je vais retourner à Washington et je vais chercher d'autres filles. Parce que les autres voulaient repartir, ils ne voulaient pas rester. Donc, je dis, ok, je vais chercher d'autres filles. Et je rencontrais Debbie, là-bas, à Washington. Quelqu'un m'a parlé d'elle. Et j'appelais ma cousine, qui était une chanteuse, vraiment une bonne chanteuse. Ça a commencé par là. Et oui, on est revenu, mais en Suisse encore, janvier 80, quelque chose comme ça. Et le reste, c'est... C'est une belle aventure. Oh oui. Et vous êtes restés amis. En plus, Debbie Davis a chanté avec Al Jarreau pour nos auditeurs. Elle a fait aussi une très belle carrière. Et il y avait une troisième personne qui marquait beaucoup les studios, que tu connais aussi, c'était Carol Fredericks. Comment as-tu rencontré Carol Fredericks? En fait, je l'ai rencontrée ici en France, bien sûr. Je pense que la première fois, on faisait une séance pour Sheila, mais je ne suis pas sûre si c'était elle ou pas, je ne me souviens plus. On s'est rencontrés dans un studio d'enregistrement. Après, on a fait plein de choses ensemble après. Voilà. C'est ce que j'ai pu voir dans ma folle jeunesse où je regardais beaucoup les chanteuses. Et il y avait 3 chanteuses que j'aimais particulièrement. C'était toi, c'était Debbie Davis et Carol Fredericks. Et un jour dans un reportage, je vous ai vus tous les 3 dans un grand studio. Et je me suis dit, c'est magnifique, elles sont en train de vivre mon rêve. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et comment on t'a annoncé que tu allais faire avec les Eurythmics et d'autres artistes immensément connus le concert de Wembley en hommage à Mandela? C'est un moment universel, unique, 1 milliard de personnes devant leur télé. Je crois qu'il y avait 70 000 personnes dans le stade de Wembley, corrige-moi, je crois que c'était 70 000 personnes. Ah, ou peut-être même plus, hein. Peut-être plus. Mais, je crois que c'était plus. Mais c'était juste énorme quand ils m'ont proposé d'abord, je faisais déjà partie de l'équipe de Eurythmics, donc
quand ils ont dit non, on va faire Wembley, j'étais vraiment hors de moi, j'étais tellement contente. C'était vraiment un moment inoubliable pour moi de être backstage et voir tous ces artistes mondialement connus et tout. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Ah là là, oh là là, oh là là. Non, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une très bonne expérience, ouais. Et quand tu montes sur scène, tu arrives avec les Eurythmics, tu montes sur scène, il y a 1 milliard, tu te doutes qu'il y a des gens derrière la télé, et tous ces gens, plus de 70 000 personnes devant toi, qu'est-ce qui se passe entre vous, entre les musiciens? Comment vous le vivez à l'intérieur? Comment toi tu le vis? Moi, j'avais pas de trac, parce que il y avait tellement de monde. Tu es sur scène et tu vois qu'une énorme masse de gens. Tu peux pas focaliser sur une ou deux personnes pour faire petit contact avec les yeux, parce que c'est too much, c'est énorme. Donc, j'avais pas de trac, je chantais, je faisais mon truc comme normal. Moi, là où j'ai des tracks, c'est quand c'est des salles comme Olympia, où c'est plus anti, voir les têtes de tout le monde. C'est ça qui me donne le trac. Mais de chanter devant des milliers de gens comme ça, on voit personne en fait. On voit une masse. Ouais. Et tu fais ton travail finalement. Oui, je fais mon travail. C'est aussi ça, le métier d'artiste, c'est faire partie d'une formation et être avec le groupe et travailler, faire sa part du travail pour que le show soit réussi. Et on est là pour ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est bon, expliquer à nos auditeurs un petit peu comment les choses se passent de l'intérieur. On leur fait découvrir ton univers, ton quotidien aussi, qui a été cela pendant des années. Et est-ce que tu as des petites anecdotes pendant ce concert à Wembley, dans les coulisses, avec qui tu as parlé? Est-ce que tu t'es échangé des numéros de téléphone avec des artistes connus? Parce que des fois, ça peut être l'occasion de collaborer, de faire une rencontre professionnelle. Non, j'ai pas échangé des numéros. Non, c'était juste hello, goodbye, oh I love your song, je t'adore, des choses comme ça. Mais pas un vrai échange. Oui, appelle-moi, voilà mon numéro. En fait, je pourrais jamais donner mon numéro à quelqu'un connu comme ça pour qu'il puisse m'appeler pour faire des chœurs et des choses comme ça. Tu es trop timide. Ouais. Trop timide. Yes, ouais, je peux pas solliciter comme ça et je peux même pas me vendre. Dire oh oui, moi j'ai fait ça. C'est pour ça il n'y a pas une biographie, parce que j'arrive pas à me soir et dire oui j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouh, j'ai de mal. T'as fait beaucoup En plus, tu as fait énormément de choses. Oui. Après ce concert, j'imagine que tu as eu plein d'autres propositions. Tu as dû encore plus enchaîner les enregistrements. Tu as dû, à mon avis, avoir plein de choses. Comment ça s'est passé? J'ai eu des propositions pour Simply Red, Roger Waters, de Pink Floyd. Roger Waters, oui. Alison Moyet, The Rolling Stones. Oh yeah, les Rolling Stones. Je suis allée, c'était en 88 ou 9. Il y a Mick Jagger qui est venu plusieurs fois de voir Eurythmics. Il cherchait des choristes et il a demandé à Dave Stewart de m'appeler pour voir si je voulais faire une audition pour lui. Et je suis allée une fois. Après, j'ai eu un comeback call to come back. Et je suis retournée à Londres. Pour nos auditeurs, ils t'ont rappelé par téléphone et tu es allée à Londres pour traduire pour nos auditeurs. Voilà, ok. J'ai fait une autre audition avec les pas. Il fallait faire une petite chorégraphie et tout ça. Il m'a beaucoup aimé. Après, je suis retournée en France. Et quelques jours après, je reçois un autre appel de maintenant aller à New York pour faire une audition à New York. Et là, c'est là où j'étais un peu fatiguée. J'ai dit, écoute, je ne peux pas chanter Brown Sugar différemment que j'ai déjà chanté. Je ne peux pas faire d'autres chorégraphies. Si elle n'est pas encore décidée, maintenant, vraiment, merci, c'était gentil. Mais je n'ai pas allé à New York. J'ai trouvé ça, j'ai fait 2 fois. Et d'aller encore faire un autre 3e fois, pour moi, c'était un peu trop. Donc, j'ai dit non. Mais les autres propositions que j'ai eu en 90 et c'est là où je voulais vraiment arrêter un petit peu pour fonder une famille. Donc j'ai dit non à plusieurs artistes que je voulais fonder une famille et voir mon enfant et tout ça. Et voilà. Donc j'ai raté plein de choses.
c'est un choix et c'est un beau choix parce que je suppose que ta vie de famille, ça s'est fait. Tu as réalisé aussi un autre rêve. Tu as réalisé ton rêve et voilà, ça peut être aussi une chose importante dans une vie d'artiste d'avoir aussi une vie de famille. C'est important. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et ensuite, comment la chanson Joue pas que tous les Français connaissent est arrivée comment et en quelle année? Joue pas, c'était en 89. Ça s'est passé, en fait, je pense que Feldman avait proposé ça à Carole Frédéric. Mais Carole ne pouvait pas le faire. Elle venait juste de signer un contrat pour Frederick Goldman & Jones. Donc, elle m'appelait pour savoir si j'étais intéressée. Bon, j'ai dit, OK, je repars en tournée dans quelques jours, j'ai pas beaucoup de temps. Mais après, c'est Feldman qui m'appelait. On se connaissait déjà, mais pas beaucoup. On s'est croisés des fois dans les coulisses, dans les studios et tout ça. Je l'ai rencontré en 82, en fait, François. Donc, je suis allée le mois de mars pour enregistrer la chanson. Et ça qu'on entend là, c'est le premier prise. Et là, ils ont gardé le premier prise. Je suis partie. J'ai jamais pensé à cette chanson parce que tu le sais bien, quand on fait les choses, on fait tellement des choses qui ne aboutissent pas dans les studios. J'ai tellement des choses j'ai fait, on n'entend plus parler. Donc pour moi, c'était encore d'autres choses. Je fais, voilà, je repars en tournée. Voilà. On a aussi fait, avant de partir, c'est vrai, on a très rapidement, on a fait un clip aussi, voilà. Ou est-ce que c'était après la chanson? Il y avait un clip quelque part dedans. Je crois qu'on a fait le clip, pas le même jour qu'enregistrement, mais peut-être quelques jours après. Vite fait, c'était Carole, Yvonne, toutes mes copines dans le clip, sont dans le clip, toutes les chanteuses. Ah, génial! Oui, il y avait Carole Frédéric, Debbie Davis, Becky Bell, Yvonne Jones. Wouh! Excellent! Ouais, oh là là! Après, je suis repartie en tournée, j'ai même plus pensé à ça. Et en revenant le mois de juin de la tournée, la chanson était déjà un tube et moi je savais pas. Que j'étais pas là. Et je voulais appeler un taxi pour aller quelque part. Il m'a mis sur la tombe. Et c'est là où j'entends Joue pas. Et j'ai dit, mais attends, ça me dit quelque chose, mais c'est moi qui chante. Et c'est là où j'ai su que, waouh, cette chanson a vraiment marché. Oui. Et on a adoré cette chanson, on l'adore toujours d'ailleurs, parce que chaque fois qu'on la voit sur scène, moi je suis venue vous voir dans les années 80, vous voir sur scène, j'ai regardé, oui, je suis fan aussi. Je suis animatrice radio et fan, et j'essaie de venir au spectacle autant que je peux, et j'avoue que quand on a cette chanson, la salle se lève, danse, et on adore aussi d'ailleurs, quand vous plaisantez sur scène, François et toi, vous avez toujours des petits jeux très rigolos et ça passe, vous avez des petits pas de chorégraphie, toujours, on adore ça, nous le public on adore ça, c'est ça qui est génial, ça a presque l'air facile. J'ai dit presque. Ah, c'est des grands moments pour moi. Ouais. Ah, et comment les choristes Debbie Davis et Carole Frédéric et les autres sont arrivés dans ce titre? Vous les avez appelés? C'était prévu? Comment ça s'est fait? Oh non, parce que ils voulaient faire un peu, si tu te souviens, Bobby Womack et Womack. Il y avait cette chanson où ils sont dans le studio. Baby of you. Ils sont dans le studio et François voulait un peu faire le même genre. Donc je dis ok, s'il y a des chœurs, il faut appeler mes filles. Donc c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, la vraie équipe, la vraie famille finalement musicale. Et là vous êtes arrivé en force et le titre a connu le succès qu'on connaît. Et après tu es reparti en tournée. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le titre est lancé, nous on l'achète évidemment. Je suis repartie en tournée et ça c'est quelque chose qui est très drôle. On était à Nice avec Annie Lennox. J'étais à Nice et Annie et moi on était assises dehors en train de boire un verre et il y avait 2 ou 3 filles qui sont en hystérie. Et pour moi, c'était pour Annie, bien sûr, pas pour moi. Mais elles sont venues vers moi parce qu'elles connaissaient bien Joupa. Et Annie, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah oui, j'ai un petit tube en ce moment. Un truc qui se balade comme ça sur les radios, qui fait quelques millions de ventes comme ça en passant. J'imagine qu'Annie Lennox a dû être très surprise. Elle était très surprise. Et moi d'ailleurs, j'étais tellement surprise. Oh là là, oui.
C'est ça qui est génial, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés finalement sur les ventes de disques, toutes les deux en même temps. Elle, ça faisait un petit moment qu'on la connaissait, mais toi, tu débarques et ça fonctionne. En même temps, il y a un son particulier dans ce titre. Vous l'avez enregistré où? À Musica. D'accord. Tu connais Musica dans le 18e Oui. arrondissement. Musica, ouais. C'est là. Il y a un son, il y a quelque chose. Voilà, tout simplement. Et après, donc, tu continues ou tu t'arrêtes? Tu m'as dit qu'en 90, tu vas faire une famille et tu reprends quand? Bon, j'ai eu mon fils. En fait, j'ai chanté toujours. J'ai fait des tournées, mais en France, pas mondialement comme avec le public. Bon, j'ai resté en France quand même. J'étais sur scène enceinte. J'ai pas vraiment arrêté. Mais mon fils, il est né en 90. J'ai continué à travailler. J'ai pas arrêté. Mais juste les grandes formules comme ça, je savais que ça serait les tournées tout le temps mondialement et tout ça. Et je voulais pas faire ça sur ce moment-là. Maintenant, je suis prête. Mais bon. On peut repartir. Après cette pandémie, oui, voilà. Ça serait pas mal, hein. Moi, j'aimerais bien te revoir dans des tournées mondiales comme ça, revoir des images comme ça sur des télés à l'étranger. Moi, je suis très très fan. Je suis un peu la bibliothécaire de la musique. Ouais. Et ensuite, quels ont été les moments forts après tout ça? Comment on repart? Quel titre? Qu'est-ce que tu as choisi comme titre et comme direction musicale? Quelles ont été les propositions qu'on t'a faites? J'ai eu pas mal de propositions. C'était un peu difficile pour moi d'aller dans une certaine direction parce que j'aime toute forme de musique. J'aime le gospel, j'aime le R&B, j'aime rock, oh my God. J'aime le gospel, j'aime la musique. C'était difficile de me diriger vers un style, de me mettre dans une boîte en fait. Mais j'étais proposé de enregistrer un album après le succès de Jupa. J'ai fait un CD qui s'appelle Dream and Color. Et à l'époque, mon producteur c'était Mick Lanero, qui était le producteur à cette époque, producteur de Patrick Bruel, de Nougaro. Donc, il me propose des chansons. J'ai fait une ou deux qui étaient écrites par Dave Stewart, je crois. On a enregistré l'album à New York et j'avais que des grands musiciens. Il y avait David Sanborn, Nile Rodgers, Callum Bullock. Nile Rodgers, le célèbre Nile Rodgers dont on parle. Ben ouais, Steve Gadd, le batteur Steve Gadd. J'avais que des bons musiciens qui étaient en fait amis avec Philippe Sess. Ah oui! Philippe Sess, il a beaucoup travaillé sur mon CD. Donc tout ça, c'était vraiment les potes de Philippe Sess. Donc c'est grâce à lui que eux ils ont joué sur mon album et tout, mais pas de promotion faite dessus, rien. Et malheureusement, à cette époque, j'étais dans la même maison de disques que Johnny Hallyday et Texas, et le groupe Texas. Et nos albums ont sorti le même jour. Donc, bien sûr, il y avait plus d'attention faite sur l'album de Johnny et le groupe Texas que la mienne. Et la mienne a tombé vraiment dans une poubelle, quoi. D'accord. Ouais, voilà. Et tu avais écrit combien de chansons sur cet album? Avec qui as-tu collaboré sur cet album dans l'écriture? Bon, il y avait Yvonne Jones qui avait écrit des textes pour une chanson qui était écrite par un Toulousien. Il y avait 2 ou 3 de Dave Stewart. Moi, j'ai pas écrit, j'étais interprète. Deux ou trois chansons de Dave Stewart de Eurythmics sur ton album, quand même, faut le dire. Il faut que je regarde bien, je crois, oui. C'est extraordinaire. Ouais. Être cet album qui doit être une pépite, peut-être même une pépite de l'histoire de la musique, qui est quelque part dans un placard et qu'il faudrait peut-être ressortir. I don't know. Et vous l'aviez enregistré où? À New York. Il y a une chanson qui était enregistrée ici en France, mais le reste c'était à New York, dans 2 studios à New York, et je ne me souviens plus les noms, mais c'était Music Factory. D'accord. Music Factory, ouais, et j'avais que des bons, et des choristes à cette époque qui chantaient avec tout le monde. La chose qui est drôle, c'est que le jour de enregistrement à New York, il y avait Luther Vandross. Qui était en train d'enregistrer aussi. Ah, magnifique. Et j'avais ces choristes en fait
qui faisait les... Ah, le va-et-vient dans les deux studios. Voilà. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est extraordinaire, elle travaillait sur les deux albums en même temps. Oui, voilà. Oh, c'est extraordinaire. Ça, c'est du professionnalisme. Ah non, ils étaient faux. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore des portables à cette époque. Oui. Mais ce que eux ils ont fait, ils avaient à l'époque les beepers. Et leur beeper sonnait sans cesse. Fallait repartir. Et pour les autres, c'était vraiment les choristes qui faisaient que ça. Va et vient de je ne sais pas combien de studios différents, revient, va, vient. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Ah ben c'est un vrai talent et un vrai don d'organisation. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'aime dans l'histoire de la musique, c'est qu'on a souvent quelquefois des personnes qui font ce métier qu'on voit pas forcément tout de suite, qu'on regarde dans les pochettes, mais qui font tellement de choses et qui enrichissent un album. Et puis un autre, puis en France, et puis à l'étranger. C'est ça le talent. C'est ça le talent. Ouais. Et c'est toutes ces petites mains des albums et des studios qui nous permettent de construire un son, une couleur. Et ça, c'est hyper important. Quand tu choisisses toi ou qu'on choisisse quelqu'un d'autre, ça va changer toute la couleur d'un album. Et ça, entre professionnels, nous le savons, évidemment. Et c'est ça qu'on va chercher chez des personnes comme toi et d'autres. Moi, c'est des gens comme vous qui m'avaient fait rêver, Debbie Davis, toi, Carol Fredericks et tellement d'autres. Didi Bridgewater, que j'ai adoré aussi. Je suis fan de Didi Bridgewater aussi. C'est vraiment une école. C'est une école vocale, vraiment, pour toutes les jeunes générations. Est-ce que après cet album, tu es reparti sur d'autres choses avec d'autres pointures? Est-ce que tu aurais pu travailler avec Goldman comme Carol Fredericks l'a fait par exemple? J'ai fait sa tournée. Il y avait une tournée de l'été avec Goldman en 88, je crois. Et j'étais en tournée avec lui. Et à cette époque, j'étais pas engagée comme choriste parce qu'il y avait Carol qui faisait le chœur, choriste. Moi, j'ai plutôt, on a fait un duo, lui et moi, là-bas. Ah oui! Oui, à la place de Sirima. Oui, j'adorais cette chanson. Donc, on a fait une tournée de l'été. C'était en 88, je crois. C'est extraordinaire. Et après, tu es reparti où? Après les années 90, tu as fait quel gros projet? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tes moments forts à toi, tes souvenirs? Bon, j'ai continué à bosser. Donc, comme j'ai dit, j'étais la choriste de Kathleen Lara, Becco, Bellavoine, Montagnier. Il y a tellement. Mais les choses qui m'ont énormément marqué, c'était de travailler avec Kathleen Lara. Parce que musicalement, c'était génial. Et sur scène, on s'est bien amusé. J'ai fait partie de son musical. De ses amis musicaux? Oui. Mais on a fait un grand spectacle, théâtre de Châtelet, sur la vie de Georges Sand. Et l'album s'appelait Les Romantiques. Voilà, tout à fait. Sand et les Romantiques. C'est le titre. Voilà, c'est ça. Voilà, Sand et les Romantiques. Et j'ai vu que tu avais aussi travaillé avec Elton John. Comment s'est fait la rencontre? Bon, c'est encore grâce à Dave Stewart parce que il cherchait des choristes. On a fait encore une fois, on a fait là c'était Becky Bell et Carol. On fait les chœurs pour son album The One et la chanson pour le film L'Arme Fatale. Et encore une fois, tu fais des enregistrements, tu oublies. Et Becky et moi, on est au cinéma pour voir le film avec Mel Gibson et Danny Glover. Et à la fin du film, on entend la chanson. Je dis, mais Becky, ça me dit quelque chose. Et elle dit, oui, ça me dit quelque chose aussi. Et c'était nous, on lit les credits. Après, ça est revenu, mais bien sûr, on a chanté ça. On fait tellement de choses, on oublie. Vraiment, on oublie. Oui, avec... lui était très... il n'était pas flamboyant comme on le voit. Il restait dans son coin, très timide et tout. Et voilà. Mais on avait oublié. Tout simplement, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en allant bêtement voir un film, tout simplement comme tout le monde, tu découvres que tu es là, t'es devant, t'as ton nom marqué sur le grand écran et plein de gens le voient. C'est ça qui est génial, c'est la magie de la musique. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Mais ça aussi, est-ce que tu as fait beaucoup aussi de musique, enfin de chœur ou de chant pour des musiques de films aussi? Parce que je suppose que tu en as fait beaucoup. Oui. J'ai fait il n'y a pas longtemps, moins d'un an, pour un film. Je ne sais pas si le film est sorti ou si ça sort en novembre, avec Josiane Velasco.
D'accord. J'ai fait pas mal de musique de film pour les films avec Bruno Coulet. Oh, extraordinaire. Ah, Alors, ouais. moi j'ai une question personnelle. Est-ce que tu as vu pendant l'enregistrement un petit monsieur avec un accent de Toulouse qui s'appelait Philippe Lafont? C'est un de mes amis, tout petit à lunettes, qui est en train de mixer la musique de Bruno Coulet. C'est son ingénieur du son. D'accord. Mais j'étais pas mal avec Bruno Coulet. Il y avait un moment, je travaillais beaucoup avec lui, parce que pas mal de choses avec Bruno. Pour les jeunes chanteuses d'aujourd'hui qui ont envie de se lancer, c'est un témoignage tellement important que tu nous donnes. On a tellement envie d'en savoir plus, on a tellement envie d'apprendre. En tout cas, c'est mon cas. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et on peut se nourrir et puis surtout comprendre que c'est avec le temps qu'on devient une bonne chanteuse, qu'on construit une carrière, que ça vient pas tout de suite. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut du travail, il faut de l'apprentissage et c'est très long et ça demande une discipline. Ça vient pas tout cuit, c'est pas vrai. C'est sûr. Et d'être choriste, c'est une bonne école. Oui. C'est une très très bonne école. Parce que, bon, d'abord, choriste ici en France, je trouve que le terme est assez péjoratif. Parce qu'aux États-Unis, si vous êtes choriste, vous êtes toujours aussi chanteuse. On ne peut pas être une choriste sans être chanteuse. Mais ici, si vous êtes choriste, ici en France, si vous êtes choriste, vous n'êtes pas chanteuse. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Le fait d'être dans un studio, de faire les chœurs entre 3-4 personnes ensemble, c'est une très bonne école. Il faut beaucoup de discipline. Il faut l'oreille, il faut être à l'écoute toujours de l'autre personne pour que ta voix ne passe pas l'autre et tout ça. Et ça, je trouve que le studio et d'être choriste, c'est une très très bonne école qui aussi te permet, comme tout, beaucoup permet de aussi avancer et faire une carrière comme soloiste, des choses comme ça, comme chanteuse. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. À quel moment as-tu décidé de commencer à vouloir faire un band, parce que tu as aussi un band de soul, de gospel, t'as un groupe à toi, enfin vous êtes en groupe. Comment cette rencontre avec Mike Lester s'est faite, avec tes musiciens, comment c'est venu, sur quelle direction vous êtes partis? Je connais Mike Lester depuis les années 80, depuis 82 je crois, parce que il faisait un album avec son groupe, lui il avait un groupe qui s'appelle le Boogaloo Band. Il y avait Carole Fredericks et moi. Nous deux, on a fait des chœurs sur son album. Après, Mike et moi, on a resté vraiment amis. Et on avait fait un album, peut-être 2000-2001, ça s'appelle No Comment. En 2000 ou 2001, c'est pas No Comment. C'était avec une petite maison de disques en Allemagne, je crois. Ça n'a pas trop, non, ça n'a pas marché du tout. Mais c'était une bonne expérience, j'adorais les chansons et tout. Et après, on a pris un petit peu de distance. Je crois que Mike il est parti vivre dans une île quelque part, à Martinique, un truc comme ça. Ouais. Après, il est revenu. Et dernièrement, il y a 2 ans, quand on a fait cet album, oui, il m'a demandé si je voulais encore faire quelque chose avec lui. J'ai dit oui, parce que j'adore sa musique, j'adore sa voix. J'adore comment on peut collaborer ensemble et tout. On a monté le groupe Lester Jameson. Bon, quand c'était autoproduit, bon, on n'a pas de radio qui joue le disque du tout. Donc l'album, du coup, vous l'avez enregistré où? Vous l'avez écrit à combien d'auteurs? Tu as participé à l'écriture? Non, en fait, c'était lui. Il avait déjà les chansons déjà écrites. Oui, et il a pensé à ma voix. Il a dit oui, je veux que ta voix soit sur ces chansons. Mais c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a écrit les textes et la musique. C'est vraiment un génie, celui-là. Il est incroyable. Ouais. On a enregistré pas loin de Paris, dans une home studio, pas loin de Paris, une petite ville, un village, pas loin de Paris. Un des musiciens dans le groupe. Ouais. Comment as-tu vécu, d'ailleurs, parce que tu es maintenant aujourd'hui une partie de l'histoire de la musique, quoi qu'on en pense. Tu as vécu tous les grands moments de l'histoire de la musique, du concert de Wembley, les grands studios, Elton John, Nile Rodgers. Aujourd'hui, tu travailles avec des chansons peut-être plus personnelles grâce à Mike Lester, où vous avez fait quelque chose ensemble. Tu as connu toutes les étapes, finalement, qui existent dans la musique. Comment as-tu vécu cette évolution?
évolution. T'as vécu les grands studios à Paris, les grands studios à New York, les grands studios un peu partout. Comment tu vois les choses? On a peut-être plus de moyens techniques, mais en même temps, on a moins de moyens de diffusion. Ou alors, faut se débrouiller. Comment tu le ressens? Ah, là, maintenant, vraiment, une chose qui est certaine, personnellement pour moi, le travail a beaucoup changé. Il y avait une époque où on était dans le studio deux ou trois séances par jour. Vraiment, on s'arrêtait pas. Et moi, je dirais depuis peut-être les années 2000, 2002, 2003, ça a un peu changé. D'abord, c'est fini les grands studios en fait, parce que maintenant tout le monde, ils ont presque des home studios. Donc on va chez quelqu'un, un pote, et on fait un album. C'est un peu comme les grands studios sont vraiment pas très très nécessaires. Pareil pour maintenant, tu n'as même pas besoin, j'ai remarqué, tu n'as même pas besoin des chœurs, des choristes en fait. Tu peux manipuler des choses, tu peux faire des choses sur l'ordinateur. L'ordinateur, tu n'as même pas besoin des voix. Tout est avec la technologie maintenant. C'est un peu triste parce que... Une grande voix comme la tienne quand même, ça reste une grande voix. Hein. Faut pas tout mélanger. Des choristes quelquefois ou des bons musiciens, on en a besoin, c'est une évidence. Même en home studio, ça remplace pas le talent. Ton groupe, j'avais envie de le mettre en avant parce qu'il y a tout un travail de musicien, de composition, un vrai travail. Ça groove, ça swing, ça gospel, ça chante, ça joue. Il y a du talent, il y a de la vie. Moi, j'ai écouté tes chansons, je t'ai regardé en vidéo aussi, et il y a une complicité dans ce band, il y a une homogénéité, il y a de la joie, il y a de la vie. Et comment vous le vivez sur scène, vous, de l'intérieur? Oh là là, je m'éclate, oh my god, I love it, j'adore. Là, on retrouve le son anglo-saxon, on a l'impression d'être au fin fond des États-Unis, et ça claque, et il y a du monde, et on a envie de monter sur les tables quand on vous écoute. On s'amuse bien. Il y a du jeu. Et quels ont été les thèmes abordés dans votre album de Lester Jamieson, votre groupe? C'était juste love. L'amour, toujours l'amour universel, et tout dans c'était pas quelque chose de recherché, quelque chose de profond, c'était love, l'amour, c'est tout. Entre soul and rock, et un besoin de s'exprimer, de faire pétiller la musique sur scène. Oui. Yeah, it was just the universe, l'univers, c'était juste l'amour and a good time, le bon moment, l'amour et le bon temps. J'invite tous les auditeurs à se jeter sur ta chaîne YouTube, de regarder toutes les vidéos parce que ces chansons, elles sont absolument délicieuses. On va en diffuser d'ailleurs 2 d'entre elles dans cette émission parce que j'ai envie de vous faire découvrir Janice Jamieson dans son nouveau rôle avec son nouvel album, l'album de Lester Jamieson, le groupe que vous avez ensemble, et faire découvrir le talent de tous ces musiciens, de ta voix, cette joie, cette effervescence que vous avez. Et j'ai très envie en effet de faire partager cette joie à tous nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quel est ton dernier message d'amour à nos fans, à tes fans, pour conclure cette émission? Bon, tu sais, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, d'abord, je souhaite pour tout le monde une bonne santé. D'abord, une bonne santé, parce qu'on est en train de vivre des choses terribles. Bonne santé, soyez prudentes, vigilantes, aimez la vie quand même, live your life, vis ta vie comme si c'est la dernière jour, parce que le lendemain est pas promis. Et just try to just be happy, live your life, simple, c'est just simple. Vivre sa vie et être heureux, c'est ton message d'amour, et puis donner beaucoup d'amour et de joie, et tout en musique. Évidemment, toujours. Voilà, c'était une spéciale conversation entre amis avec Janice Jamieson sur Radio Plus. Nous sommes heureux de l'avoir accueillie aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres éditions de Conversations entre amis by Emma Goldberg sur Radio Plus. À bientôt Janice. Bye bye. Bye bye.
the same old stories. When the love is the end, one belief and dreams are falling, and we made just the same. They were singing the same old stories. When the love is the end, one belief and dreams are falling, and remain just the same.